Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, de débats et d'analyses sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des analystes, des hommes des médias. Avec eux, nous allons donc passer en revue ces sujets-là qui marquent l'actualité. Il s'agit, premier sujet d'abord au plan national, il s'agit de l'UTS qui fait en tout cas couler beaucoup de salive et d'encre et aussi de mobilisation. Au côté syndical, nous allons donc évoquer ce sujet-là. Et puis, second sujet, il est question du recensement électoral. L'UPC, dernièrement sorti, et a fait aussi une révélation concernant donc, cette question de recensement électoral. Nous allons discuter ce sujet. Et puis, troisième et dernier sujet au plan national, il s'agit également de cette controverse autour de l'action du médiateur du FASO. On a vu Étienne Traoré, également le CEFOP, revenir sur ces actions du médiateur de façon jugée pas conforme avec les textes de l'institution. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, en international, c'est le Togo avec la présidentielle, Faure Gnassingbé qui brigue 4e mandat consécutif. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes chroniqueurs qui sont sur le plateau. Premier invité, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste à Siroya. Mamadou Ali Compaoré, merci d'être sur ce plateau. À ma gauche, Joachim Vokouma est donc directeur de publication de Casseto.net. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite de Vokouma, Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Le premier porte-parole du FORA, que le Forum alternatif des citoyens, merci. Et puis, dernier invité, il s'agit de Parfait Silga. Parfait Silga est analyste. Merci à tous d'être sur ce plateau. Nous allons donc passer en revue ces sujets-là qui marquent l'actualité, notamment l'affaire de l'UITS. On y revient encore une fois. On en a déjà parlé ici. Ce serpent de mer, on va dire comme ça, qui refuse donc de mourir. Qu'est-ce qu'il en est au juste aujourd'hui? La question, c'est quoi? C'est le refus des syndicats que l'on applique l'UTS sur la base d'un certain nombre de raisons, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose concrètement qui fait problème parlant de l'UTS? Oui, c'est vrai qu'on a vu une certaine agitation depuis la communication du ministre de la Communication le mercredi dernier, à la sortie du Conseil des ministres, où il a annoncé que effectivement l'UTS serait appliqué à la fin de ce mois. Déjà en janvier, on avait pensé que cette UTS-là allait être appliquée. Finalement, ça n'avait pas eu lieu. Et là, manifestement, le gouvernement a décidé de l'appliquer. Et on voit effectivement, depuis que l'information a été donnée, des mobilisations, des appels à des réunions, des concertations, des assemblées générales de plusieurs syndicats. On verra ce que les jours à venir vont donner. Mais voilà, quand on écoute les raisonnements des uns et des autres, je pense que c'est le principe même de l'application du UTS qui est en cause. Ce n'est pas le taux de prélèvement, c'est le principe. Mais il faut rappeler, ça a été déjà dit ici plusieurs fois, que depuis des années, le privé, les salariés du privé sont frappés par l'UTS depuis des années, 25%. Le gouvernement parle de principe d'équité. Mais je pense que même sur ce principe d'équité, il aurait peut-être fallu ramener ceux qui sont dans le privé à 15% et puis appliquer aussi sur les fonctionnaires. Parce que ceux qui sont dans le privé sont déjà frappés depuis longtemps. Et là, on frappe les autres là, à 25%. Les autres aussi qui étaient déjà à 25% continuent de subir. Mais les syndicats sont contre même le principe. Et quand on regarde les réactions des uns et des autres, moi je me pose la question. On peut discuter la gouvernance d'un pays. On peut s'interroger sur la manière dont les fonds publics sont gérés. Mais si vous supprimez les impôts que l'État institue pour financer les actions de développement, le budget national est constitué d'impôts. Là, en l'occurrence, s'il faut supprimer l'UTS pour les salariés du public et du privé, il y a un gros manque à gagner pour l'État. Où est-ce qu'il faut trouver ça? Est-ce qu'il faut ouvrir l'assiette fiscale sur autre chose? Sur quoi? Pour l'instant, je ne vois pas de piste qui a été proposée. Est-ce que quand on écoute, le problème il est moral ou le problème il est
il est plutôt pratique. Parce que quand le gouvernement parle plus d'équité que peut-être de besoin de ressources, quand on écoute très bien, c'est comme s'il fallait tout simplement faire une équité, que le privé et le public soient alignés sur la même imposition, plutôt que de poser peut-être le problème du besoin crucial de ressources. Mais l'équité n'exclut pas le besoin d'avoir des ressources. C'est la même chose. Mais ça, c'est pas dit, par exemple. On ne dit pas clairement que nous sommes quand dans une situation... par exemple, quand le gouvernement dit qu'au nom de l'équité, les fonctionnaires aussi vont être frappés par l'UTS, la conséquence, c'est quoi? C'est des rentrées de recettes fiscales dans les caisses de l'État. Donc, quelque part aussi, c'est surtout ça même qui motive l'application de l'UTS qu'une leçon de morale. Je veux dire, c'est pas ça l'objectif. Hein? Et ça, si vous privez l'État de ces ressources-là, comment voulez-vous qu'il fonctionne, qu'il finance plusieurs secteurs qui sont très, comment dire, où le besoin est très, très fort, et en même temps, investir aussi pour que le pays se développe. Toute la question est là. Moi, je ne vois pas si des gens proposent d'autres pistes fiscales pour dire on supprime pour le privé et pour le public, et voici d'autres pistes. D'accord. Moi, je suis preneur. Mais là, apparemment, on est sur des questions parce que les syndicats aussi estiment qu'il y a des niches d'argent ailleurs qu'on n'explore pas. Donc, aussi, c'était un débat qui est évalué beau. Quand on revient un peu à la genèse de l'UTS qui est faite par les syndicats, je crois que tout le monde en convient, c'était un impôt qui arrivait à un moment donné où il y avait une situation de crise économique ou financière dans le pays, et que je crois que ça relève du moment de Marc Garango qui a été donc mis en place pour ça. Alors, pour les syndicats aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut remettre en place, alors que c'était juste pour une période. Avant de répondre à votre question, d'abord, il faut donner les chiffres pour que les gens sachent que l'IUTS, au titre, en fait, de la chronologie des impôts sur les recettes fiscales intérieures, c'est le 3e rang. Après, donc, la TVA et puis les impôts sur les sociétés. En termes de chiffres, pour 2019, sur des recettes fiscales internes de 844 milliards, l'UTS a rapporté à peu près 101 milliards. Donc, ce n'est pas une question d'éthique. Et les impacts, en fait, de ce réajustement-là, en fait, c'est quoi? Ça consiste donc à appliquer cet impôt-là à une catégorie de personnes qui, du fait, étaient exonérées. Ça va rapporter à peu près 1,5 milliard par mois. Ça, c'est escompté, hein, donc à peu près 20 milliards. Donc, c'est vrai que l'équité d'un côté, mais aussi des sous qui rentrent. Bon, maintenant, pour revenir, tout impôt a un historique, hein, ça, il ne faut pas se le cacher. Maintenant que, bien sûr, c'est le général Garango, je pense, qu'on appelait la Garangose, parce qu'il faut bien un impôt. Il y avait un impôt général sur les revenus. Dans tous les pays du monde, quand vous gagnez de l'argent, l'État doit prélever des impôts pour faire face aux investissements publics. Ce n'est pas une nouveauté, on n'a pas inventé. Donc, Garango s'est retrouvé à une situation où il fallait donc renflouer les caisses de l'État, et cet impôt-là, justement, a été donc pensé. Mais maintenant, c'est pas parce que c'était par rapport à un contexte donné qu'il faut maintenant, parce qu'on a évolué, qu'il faut supprimer. Même si on supprime, il y a d'autres impôts qui sont venus, hein, parce que nous sommes dans des cédules. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où l'impôt, en fait, vous payez un seul impôt qui synthétise d'autres matières, que ce soit donc les logements, les propriétés et tout. Mais dans notre pays, il y a des catégories, c'est pas catégorie. Donc, même si l'UTS n'existait pas, il y a d'autres impôts qui ont été créés. Donc ça, je ne sais pas, les syndicats font bien de rappeler l'historique, mais ça n'enlève rien à la réalité qui est que nous sommes dans un État qui a besoin de ressources pour fonctionner. Maintenant, moi, en fait, je suis étonné, et là, je dis c'est le paradoxe burkinabé. Voilà un pays où vous avez la majorité des Burkinabés qui sont des dignes fils de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'était quoi? C'était l'EPI. L'EPI, pendant le règne, en 4 ans, on a... L'effort populaire d'investissement. Voilà, l'effort populaire d'investissement. On a siphonné le salaire des fonctionnaires, et même pratiquement de tout le monde. On a imposé des gens de 5 à 12%, sans que personne ne bronche. Mais c'était pour investir. Parce que dans ce cas d'espèce, c'est quoi? On veut de l'argent pour faire face aux investissements. Maintenant, les gens se bouclier, les gens se lèvent, ne sont pas d'accord. Mais écoutez, il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. Voilà, ceux-là même qui gouvernent actuellement le pays, c'est qui? C'est les disciples de Sankara. Ils veulent investir, ils veulent faire des impôts pour investir. Maintenant, on ne comprend pas. Est-ce que justement, quand on cherche des impôts, quand on veut imposer une catégorie donnée, est-ce qu'on tient compte aussi des conséquences de cette imposition? Déjà, quand on regarde les salaires des Burkinabés, des travailleurs burkinabés, cette imposition, c'est clair,
les syndicats le disent, c'est une clochardisation en marche pour le travailleur. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres niches d'argent quelque part? Parce qu'on le dit aussi souvent. Il y a d'autres niches, mais eux, malheureusement, les syndicats n'ont pas la gouvernance, ce n'est pas eux qui dirigent. Vous avez un parti au pouvoir qui a été élu sur la base d'un programme et qui a donc toute l'attitude pour... Ça, c'est la gouvernance. Les syndicats, bien sûr, ils disent qu'il faut faire rentrer les chèques impayés. Ils donnent des pistes, hein, contrairement à ce que vous commandez. Ils disent qu'il faut aller dans le secteur minier, il y a des niches là-bas. Bon, mais ça, c'est le programme On sait par exemple que les sociétés minières doivent beaucoup d'argent, oui, des milliards, ils donnent des pistes, mais pour ce faire, il faut que les syndicats se fassent élire et qu'ils arrivent donc à prendre donc le pouvoir d'État. Et en ce moment, ils pourront donc... je ne sais pas, en tout cas, peut-être qu'ils sont dans leur rôle, je ne sais pas, mais en attendant, vous avez un gouvernement, une équipe qui est là avec leur programme. Et dans leur programme, ils n'ont pas dans leur programme d'aller chercher dans les niches que les syndicats disent. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on le fait? Parfait, Silga. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice sociale quelque part? En voulant forcément aligner le privé sur le privé et le public. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice quand on sait que celui qui est au privé, par exemple, l'agent du privé, a été formé par l'État, donc c'est normal peut-être que l'État, en compensation, retire quelque chose, un retour d'investissement sur celui qui l'a formé depuis l'école et jusqu'à ce que le privé vienne le prendre, parce que le privé ne travaille pas pour l'État, le privé travaille pour lui-même. Mais l'agent public, par exemple, de santé publique ou par exemple de toute autre, de l'éducation, etc., il travaille pour l'État. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément aligner l'agent du privé et l'agent du public? Oui, vous avez dit tout de suite qu'il y a une injustice. Oui, effectivement, il y a une injustice. Pendant des décennies, le privé a casqué. On a donné les chiffres ici, 25%. Pendant ce temps, le public n'était pas imposé. Donc, effectivement, il y a une injustice qui est en train d'être corrigée. Et on entend aussi souvent dire que l'imposition du secteur privé là est due au fait que dans le secteur privé, il y a de gros salaires. Non, pour avoir fait le privé, je peux dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de dire qu'on impose l'UTS au privé parce qu'ils ont de bons salaires. Il y a aujourd'hui des entreprises privées qui ne payent pas bien. Mais ces travailleurs-là étaient tout de même imposés. Donc, je crois, vous avez parlé d'injustice, c'est une injustice qui est en train d'être réparée. Maintenant, pour moi, le problème de fond... L'injustice dont il est question ici, ce n'est pas dans le sens qu'on dit de réparer l'injustice au sens où ça profiterait peut-être à l'État et au privé. Est-ce que les gens du privé demandent, est-ce que les gens du privé demandent à ce qu'on impose ceux du public? Je veux dire simplement, est-ce que cette injustice-là n'est pas plutôt une injustice faite aux agents du public? Non. Parce que les agents du public sont des agents de l'État, ils travaillent pour le service public. Mais attendez, si vous prenez le secteur des médias, vous avez des médias publics, mais vous avez aussi des médias privés. Mais on dit qu'ils assurent le service public de l'information. Donc, ne dites pas, faut pas comparer, il ne faut pas dire que quand on est du secteur privé et quand on est du secteur public, non, c'est pas la même chose. Non, ce sont des Burkinabés qui sont dans le secteur privé, ce sont des Burkinabés qui sont dans le secteur public. Donc, considérez les choses comme ça. Moi, j'ai dit le problème de fond dans cette affaire, c'est comment les ressources sont utilisées. Pour moi, c'est ce problème qu'il faut, c'est ce problème-là. C'est politique, ça. Oui. Travaillons à ce que les ressources tirées des impôts, les ressources tirées, enfin, les ressources que l'État lève là, soient gérées de la manière la plus transparente. Pour moi, c'est le débat qu'il faut poser à l'heure actuelle. Et ça, quand on pose ce débat, moi, je suis tout à fait d'accord. L'autre chose aussi que les syndicats posent, sur lesquels je suis d'accord, c'est de dire, est-ce qu'on peut travailler à ce qu'il y ait un meilleur recouvrement des ressources, c'est-à-dire des recettes au niveau de l'État? Oui, ça aussi, c'est un très bon débat qu'il faut poser. Ça veut dire qu'au-delà des problèmes qu'on pose là, il faut que l'État travaille à être performant pour recouvrer toutes les recettes. Et il y a aussi tous les problèmes qui sont posés, ça veut dire les RSA à recouvrer, mais aussi sur la gouvernance même des institutions qu'on connaît, de façon générale. Pourquoi par exemple, aujourd'hui, on ne travaille pas à ce que le délit d'apparence soit effectivement appliqué, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé? Ça permettrait aussi de poser des questions. On va arriver sur ce point-là. Oui. Ali, sur la question de l'IUTS, tout le monde a dit que l'État a besoin d'argent pour financer
toutes les activités de développement, on a des routes à construire, des ponts et tout ça. Où est-ce qu'on gagne l'argent? D'abord, on gagne l'argent de plusieurs manières, notamment avec les impôts et tout ça. Mais le problème ici, c'est que quand on regarde la façon dont c'est fait, on dit on veut faire de l'équité. C'est pour cette raison qu'on instaure l'ITS pour les fonctionnaires, mais l'équité, on aurait pu diminuer les impôts, annuler les impôts au niveau du privé. Je pense que le problème, ce n'est pas trop l'équité. Notre pays est au bord du gouffre. On est dans notre pays au bord du gouffre. Asphyxié financièrement. Voilà, on n'a pas d'argent. On fait face à beaucoup de choses et le gouvernement veut prendre de l'argent quelque part. On a bien fait, et Faustin a bien fait de rappeler l'histoire des impôts et de tout ça. Avec Marc Garango, on a parlé de la garangose. Donc le pays à un moment donné se retrouvait mal. Marc Garango a pensé à un certain nombre de choses pour enflouer les caisses de l'État. Mais ils n'ont qu'à avoir le courage de dire aux Burkinabés, écoutez, où nous sommes là, nous sommes au bord du gouffre, on n'a pas d'argent. Donc on est obligé de vous demander. On a parlé de l'EPI, l'effort populaire d'investissement. Il a bien dit effort populaire d'investissement. Les mots étaient justes. C'était un effort qu'on demandait aux gens populaires pour les investissements. C'était bien clair, bien précis. Personne n'a bronché. Voilà. Est-ce qu'il y avait une possibilité? Oui, il y avait une possibilité. Ici, il y a une volonté. Il y a une volonté de prendre de l'argent parce que les gens gouvernent mal. À l'extérieur, ils ont du mal à avoir des financements pour financer leurs besoins de développement. Ils veulent prendre l'argent chez les Burkinabés, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ils n'arrivent pas à expliquer clairement pourquoi, comment prendre l'argent, comment faire. Donc, tout ça, quand on regarde, on a affaire à des gens qui tâtonnent leur gouvernance et ils sont en train de raconter des choses parce que l'IUTS va rapporter quoi? Quand on écoute les gens, on dit oui, quel est ceci, cela. Mais prenons un truc simple. Quand on prend la Sonabi, on prend l'Onatel, on prend la Caisse nationale de sécurité sociale, ça appartient à l'État. Mais l'Onatel, n'appartient plus à l'État, mais l'État a quand même à garder des actions là-bas. Mais pourquoi est-ce que les fonctionnaires qui sont là-bas sont mieux payés que moi, Ali Compaoré, qui travaille à la RTB, par exemple? À diplôme égal, à niveau égal. Pourquoi est-ce que lui, il est mieux payé que moi? Pourtant, ça appartient à l'État. Donc, il n'aura qu'à commencer l'équité là par ça d'abord, au lieu de chercher à divertir les gens. Il y a un autre aspect qui semble parfait, le disait tantôt. Équité, d'accord, mais éthique aussi dans la gouvernance. Le problème de l'éthique ressort ici. Est-ce que quand on regarde par exemple le décret sur les salaires des ministres, on a vu qu'il y a des ministres qui ne sont pas alignés sur le même salaire, que le décret est clair. On voit des ministres qui sont payés des sommes importantes, d'autres qui sont... Alors donc le décret là, par exemple, est bafoué. Est-ce que dans cette situation, on peut parler d'équité quand, du point de vue de l'éthique, il y a un problème. Alors, on prend beaucoup de questions aussi, par exemple, les restes à payer, les restes à recouvrer, etc. Il y a plein d'argent. Quand on explique, on regarde les chiffres, il y a plein d'argent. C'est des milliards, des centaines de milliards qui sont dans la nature. Je suis d'accord avec vous. Sur ce point, c'est ce qu'il faut demander à un gouvernement. C'est-à-dire, vous nous demandez des impôts, vous nous demandez de payer aujourd'hui l'UITS, d'accord. Mais la gouvernance qu'on a actuellement là, comment vous travaillez à ce que les choses se passent de façon transparente? Comment vous travaillez à ce que là où on a des difficultés à recouvrer les restes là, qu'on puisse le faire? Comment vous travaillez à ce que la rémunération des agents publics là soit transparente et soit la même? Voilà pourquoi j'ai dit avant même d'arriver à l'application de l'UETS, il aurait fallu aller jusqu'au bout du processus de remise à plat de la rémunération des agents publics. Pour moi, c'était ça qui était le dossier le plus important avant d'arriver à l'UETS. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut demander, vous pouvez dire aux gens, payez l'UETS maintenant et tout sur vos indemnités. Mais les agents publics ont effectivement ce droit de dire aux gouvernants, faites un effort pour que la gouvernance soit vertueuse. Est-ce que c'est aux agents publics du gouvernement de recouvrer les restes à payer? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit le faire ou bien c'est aux agents publics de rappeler au gouvernement qu'il a de l'argent quelque part qu'il faut aller chercher? Non, quand je parle d'agents publics, mais ce sont les organisations de la société civile, ce sont les syndicats, ce sont les contre-pouvoirs. Ce sont ces organisations qui doivent effectivement mettre la pression pour que la gouvernance soit vertueuse. Je suis d'accord avec vous. Quand je dis agent, ce n'est pas agent pris individuellement, mais c'est les agents
dans leurs organisations et tout. Ali, doivent est-ce qu'il n'y a pas un mettre la problème pression. si ce sont les organisations, les travailleurs, les syndicats qui doivent dire à l'État, alors il faut avoir une gouvernance vertueuse, il faut avoir une gouvernance éthique, il y a de l'argent ici, il faut aller chercher. Mais c'est leur rôle. Oui, d'accord, mais est-ce que Je crois pas au gouvernement d'abord d'explorer ces pistes au point de ne plus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, il n'en existe rien pour qu'ils reviennent Écoutez, peut-être imposer maintenant les Parfait travailleurs. demande à la société civile au Burkinabé d'attirer l'attention du gouvernement sur sa gouvernance. C'est bien, c'est juste, c'est ce que nous faisons d'habitude. Mais on n'a pas besoin de dire ça au gouvernement. Le gouvernement, c'est son devoir de bien gérer la chose publique. On n'a pas besoin de lui rappeler son devoir. S'il le fait mal, il y a un problème. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'on a une gouvernance qui ne tient pas la route, qui gère mal les ressources publiques, qui donne des cadeaux par-ci, par-là, qui vient en retirer ici, qui fait des espèces de balances. Même quand vous regardez les impôts sur l'UTS, vous allez voir qu'il y a certains corps à qui on a dit, bon, vous ne payez pas l'UTS parce que, bon, quand vous voyez l'augmentation des salaires, il y a des gens, on a vu le fonds commun, voilà, des gars un monsieur qui travaille au ministère de l'économie et des finances, parce qu'il travaille là-bas, ils se font une cagnotte à côté. Quand on leur demande, ils disent que c'est parce que nous, on va. Bon, moi, je travaille à la télévision, hein, je faisais les reportages. C'est moi, quand on fait les factures, c'est moi qui vais faire les reportages. C'est reversé dans la caisse, ça part au ministère de l'économie et des finances. Et des messieurs qui sont assis là-bas, ils se font une cagnotte là-bas et puis ils se distribuent ça. Et ça, on vient me dire ici que d'équité. Sur les fonds communs, moi je ne parlais pas parce que je n'aime pas attaquer les acquis des gens. Mais je veux qu'on soit sérieux. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si on parle d'équité, il faut faire l'équité pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'un ministre arrive, il discute son salaire comme s'il était au privé. Ça, c'est pas normal. Voilà. D'accord. Donc, Alors, il y a beaucoup de choses d'équité, de malgouvernance du gouvernement. Et je termine, le gouvernement ne peut pas remettre sa malgouvernance, sa malgestion sur les travailleurs. Nous ne sommes pas responsables de sa malgestion. Évariste Konsebo, est-ce que le problème aujourd'hui du l'UTS, c'est un refus catégorique des syndicats qui est motivé par le fait qu'il n'y a pas d'éthique dans la gouvernance, par le fait que le gouvernement n'explore pas les pistes plus faciles, plus aisées d'aller chercher de l'argent, mais passe par la voie le chemin le plus court? Ben, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le refus est d'abord motivé par le fait que ça va impacter négativement leur pouvoir d'achat. On parle d'une échelle de 1000 à 175 000 à peu près, selon les catégories. Donc ça, c'est concret. Quand vous allez voir que sur votre bulletin de paye, vous allez recevoir moins d'argent, ben ça, c'est concret. Ça, c'est ce qui motive le refus. Maintenant, les autres questions... Et c'est légitime, non? Ben oui, parce que non, ça c'est les syndicats. Parce que c'est vrai que moi je pense c'est vrai que les syndicats font partie de la société, hein, mais le gouvernement, je pense, rend des comptes au peuple burkinabé, l'ensemble du peuple. Maintenant, si le peuple burkinabé estime qu'ils gèrent bien, ils vont les reconduire, hein, c'est ce que je pense. Il y en a même qui. Donc ça c'est chacun doit savoir jouer son rôle. Les syndicats sont dans leur rôle de défendre leur beefsteak, ça c'est clair, parce que ils voient que bien sûr ça va impacter leur pouvoir d'achat. Maintenant, les reproches qu'ils font au gouvernement, le gouvernement, quels moyens? Bon, c'est vrai qu'on dit que 200 000 fonctionnaires qui tiennent 20 millions, mais c'est parce que c'est 200 000 personnes. C'est un corps qui est organisé, constitué, qui peut paralyser même 50 millions de personnes. Hein. Ils sont organisés, ils sont structurés, ils ont leurs moyens d'action. Oui, mais encore que c'est eux qui font fonctionner les services. Mais oui, mais c'est ça. Les 200 000, là, les 200 000, c'est eux qui animent les hôpitaux, les centres de santé, la sécurité, c'est eux qui le font. Aussi, le dit, c'est pas du tout juste. Hein. Oui, que sur les 197 000 agents qui sont imposés par l'UTS, là, c'est dégressif. Ce n'est pas tous du même niveau. Il y en a, ça c'est le principe de l'impôt, de l'équité même dans l'impôt. Plus tu gagnes, plus tu payes. C'est normal. Faculté voilà, moins tu gagnes, moins tu payes. Il y a 16 000, par exemple, agents qui vont payer 0 francs. Oui, on est d'accord sur ça. Maintenant, la question sur laquelle on était, c'était de dire, est-ce que le refus, par exemple, des syndicats, c'est une façon, c'est un procès de la gouvernance, moins d'éthique dans la gouvernance? Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Voilà, mais je vais reprendre la question, mais je voulais juste ajouter une chose. C'est que le privé n'a jamais demandé qu'on applique l'UTS au public. Non. Jamais. Ils n'ont jamais demandé. C'est vrai, ils s'organisaient effectivement pour demander la suppression de l'UTS qui les frappe. Donc, c'est en réponse justement à cette demande-là aussi, qui est juste, que le gouvernement dit, au lieu de supprimer, ce qui a causé un manque à gagner énorme pour les caisses de l'État,
quand même pas oublier. Donc, il a décidé de l'appliquer aux fonctionnaires. Un État, nous ne sommes pas dans un État libéral. C'est-à-dire, les dépenses sociales, la prise en compte des besoins sociaux, c'est une, comment dire, ça fait partie de l'ADN des partis qui se réclament de la social-démocratie ou du socialisme ou de la gauche en général. Et comment on finance ces actions sociales-là? Mais c'est avec ça, c'est avec les impôts. Je suis d'accord, on peut interroger la gouvernance actuelle. On peut se poser des questions sur un certain nombre de pratiques, mais dans le fond ou dans le principe, on ne peut pas demander à un État de renoncer à un impôt. Ça, dans tous les pays du monde, ça, mais est-ce que c'est pas possible. Oui, dans tous les pays du monde, mais le Burkina n'est pas comme tous les autres pays du monde également. Est-ce que notre façon de gérer ressemble aux autres pays du monde? Est-ce que dans les autres pays du monde... On peut interroger la gouvernance, j'ai dit ça. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Parce que pour être crédible aussi... Oui. Pour être crédible dans son autorité, il faut bien aussi être éthique, il faut aussi avoir une gouvernance irréprochable. Oui. Je crois que c'est ça aussi qui est en cause ici. Non, mais je veux dire, sur cette question, il n'y a pas de débat. Qu'on demande là, au gouvernement de donner l'exemple, il a cité sous la Révolution. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était par, comment dire... conviction éthique, morale. Attends, laisse-moi finir. Ouais, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Dans la gestion des fonds, mais parce que peut-être on avait peur de la sanction qui va suivre. Vous voyez, c'est ça aussi qui fait ça. Mais est-ce que c'est sur la Révolution? Est-ce que sur la Révolution, la gouvernance n'était pas plus Laisse-moi finir. Est-ce que tout ce qui se faisait, se collectait comme argent, était utilisé en tout cas dans la satisfaction du peuple? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, sous la Révolution, c'était ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'état de droit, là, il y en a qui respectent l'état de droit parce qu'ils ont compris que c'est la seule manière de vivre correctement. Mais il y en a qui respectent parce qu'ils ont peur de la sanction. Dans la gestion des fonds publics également, il y a des gens comme ça qui disent que c'est les fonds publics, il faut les gérer au profit de la collectivité. Donc, ils le font correctement. Il y en a qui le font correctement parce qu'ils ont peur de la sanction. D'accord. Et dans le cas d'espèces, là, ce qu'il nous faut, effectivement, c'est que l'éthique dont on parle ici, l'exemplarité, soit appliquée pour ceux qui gèrent mal les fonds publics. C'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin de faire jusqu'à 25% sur les fonctionnaires. Le manque à gagner, là, aujourd'hui, le manque à recouvrer, si c'était déjà fait, si c'était fait. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu aussi des opérations pour recouvrer de l'argent, etc., alors qu'il y a des milliards qui traînent chez les miniers qui ne payent pas, les arriérés, par exemple, vis-à-vis de l'État, qui n'ont pas reversé? Il y en a peut-être pas, c'est peut-être pas assez fait, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas fait. Je veux dire, dans aucun État, si un État ne fait pas de recouvrement, il s'écroule. C'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Mais il y a des RSAP qui sont connus. C'est que si l'émission est interactive, peut-être quelqu'un des finances nous dira des chiffres ici tout à l'heure. Alors, je voulais dire qu'il faut distinguer. Il y a d'abord le principe même de l'application de l'UTS. Et je pense que les syndicats ont dit, c'était en fait le préalable. Lorsque les négociations ont commencé, les syndicats ont dit, ce préalable-là, on voudrait que le gouvernement puisse répondre à ce préalable. Et le gouvernement a répondu. Donc, ce n'est pas une question... Au début, ce n'est pas une question de dire, en fait, votre gouvernance n'est pas vertueuse, donc vous ne devez pas nous appliquer l'UTS. C'était d'abord de dire, on n'applique pas l'UTS et pour le public, et pour le parapublic, et pour le privé. C'est d'abord la revendication de base. C'est maintenant, après cette revendication, qu'il y a d'autres préoccupations qui sont là, c'est-à-dire comme la rémunération des agents publics, comme les restes à recouvrer, comme tout ce qu'on peut avoir comme tort à la gouvernance. Donc, c'est ce que je voulais... D'accord. Ajouter. Alors maintenant, on va aller rapidement sur ce qu'on est en train de voir. On a vu qu'au niveau, par exemple, des paramilitaires, les GSP, les forestiers et la police, les différents syndicats et les douaniers se sont mis en centrale, en quelque sorte, par rapport à ce fait. On a vu aussi du côté des magistrats qui ont déjà suspendu tout ce qu'il y a comme audience publique. Alors, il y a la CGTB donc, qui a appelé pour une assemblée générale lundi. Alors, on voit que le monde, le front social est en train de bouillonner. Est-ce que, dans ce contexte-là, l'objectif recherché peut être atteint, Ali Compaoré, si déjà les travailleurs se mettent dans
dans mais en tout cas, un état de bataille. Voilà, c'était à prévoir que la question de l'IUTS n'allait pas passer aussi facilement. Parce que si on applique ça effectivement, il y a des gens qui vont voir leur feuille de paie vraiment régresser drastiquement, donc ils ne vont pas accepter. Donc le monde syndical, le monde social va rentrer en ébullition très, très, très rapidement. Mais on verra, parce que dans tous les cas, c'est toujours des questions de rapport de force. On va voir si les syndicats pourront faire reculer l'État sur cette question de l'IUTS, ou bien l'IUTS va passer malgré tout. Mais ceci étant, ça va être assez difficile pour le gouvernement parce qu'il lui manque pas beaucoup de temps. Ensuite, il a des difficultés au niveau sécuritaire, il a beaucoup de problèmes. Donc, ajouter un problème à un autre problème, c'est à mon avis paralyser le pays, et puis bon, c'est pas ce que les gens cherchent. Donc, pour moi, il faut trouver un moyen rapidement pour que le gouvernement et les centrales syndicales se réunissent pour discuter sur cette question, afin que le peu de ce qui nous reste dans le pays ne sombre pas. Il faut craindre, les conséquences seront très graves, parce que si vous avez cité tous les syndicats, auxquels il faut ajouter la coordination des syndicats chargés du ministère des Finances et tout. Tout à fait. Ouais. Alors, imaginez un peu, s'il y a un mouvement d'ensemble, les conséquences au niveau de la santé, il y aura des morts, les gens vont perdre la vie. L'éducation, et même en termes même de recouvrement de ressources, je ne suis pas sûr que l'État ne va pas laisser des plumes. Donc, il faut certainement... Et au niveau sécuritaire, parce qu'on a vu que l'Interpol et tout ça sont dedans. Il y a même encore... Les policiers aussi n'ont pas réussi, ont été ponctionnés. Je pense que le Premier ministre, dès lundi, il a du travail, en fait. Beaucoup je moins. pense. Est-ce que on ne va pas, le remède ne va pas devenir un poison? Est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un effet boomerang dans cette affaire? Est-ce que le gouvernement n'a pas joué à un jeu qui semble être un peu, peut-être, suicidaire? Bon, on verra dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, ça va finir autour d'une table de négociation. Pourquoi ne pas débuter par là? Oui, ça va finir autour d'une table de négociation. Donc, il faut ouvrir cette table de négociation là rapidement pour trouver une solution. Parce que ce qui est sûr, s'il y a deux camps qui disent qu'il faut supprimer l'UTS, il faut l'appliquer, il y a peut-être une solution médiane qui ne fera plaisir à personne, enfin, qui ne va satisfaire personne totalement, mais qui va être le moindre mal. Et ça peut être quoi, le moindre mal? Moi, je pense par exemple qu'au lieu d'imposer 25%, comme le fait sur le privé, peut-être ramener à 15% sur le privé et frapper aussi 15% sur le public et élargir un peu plus l'assiette fiscale et renforcer justement le processus de recouvrement. C'est une... Je termine. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ont... La caractéristique des Burkinabés, c'est d'avoir une maison chez soi. Donc, beaucoup ont pris des crédits et qui remboursent. Il fait des calculs. Si, à la fin du mois, il y a... Même si c'est 5 000 francs qui manquent, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Donc, il calcule en fonction de ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Vous voyez, comme la solution qu'on a trouvée, que le gouvernement a trouvée pour le ministère de l'économie et des finances. Tout à fait. Ouais. On verra d'ici, ça s'est calmé. J'ai discuté avec eux la dernière fois. Les syndicats ont demandé de supprimer l'UTS, y compris concernant les privés. Est-ce que ce n'est pas de commencer par... Je voulais ajouter quelque chose sur ce que... Oui, mais... Je voulais ajouter juste quelque chose sur ce que Vokouma a dit. Vokouma a bien dit que ça va se terminer autour d'une table de discussion. Bon, revenons un peu en arrière sur l'histoire du PNDS. Très rapidement. Quand on nous a promis de l'argent pour financer le PNDS, à la fin, en bas, ils ont dit il faut revoir les questions de sécurité, les questions de gouvernance, l'ambiance sociale et tout ça. Mais quand les gens sont revenus de Paris, ils ont mis ça dans leur tiroir, ils ont enfermé, ils se sont couchés. En fait, on a affaire à des gens qui font tout au forceps, des passages par la force. Et ça, c'est pas, on ne peut pas continuer à gouverner comme ça. D'accord. Voilà, il faut que chaque fois, ce soit la discussion qui commence d'abord. Ou le compromis. Il ne faut pas bander les muscles à chaque fois. Non, je crois que c'est l'heure du dialogue qui va bientôt démarrer. Parce que en réalité, c'était la question de base. Les syndicats avaient dit, est-ce que vous appliquez l'UTS? Répondez à cette question avant
qu'on engage les négociations. Le gouvernement a répondu à la question en disant on va appliquer. Bon, donc je pense que les négociations... Donc il faut revenir à la même question. Il faut reposer la question. Les négociations vont venir. Donc il faut reposer la question. Je dis il va falloir trouver évidemment un terrain d'entente. Merci à vous. On continue ce débat avec un sujet plus politique. C'est concernant le recensement électoral des Burkinabés. Recensement électoral dans une ambiance toujours un peu trop politisée. On voit que les CNIB sont fabriqués à tour de bras par des chapelles politiques. D'abord, je voudrais votre appréciation dessus. Le document, c'est un document de l'État. Les citoyens doivent en profiter, venant des services de l'État, de l'ONU, etc. Mais aujourd'hui, on remarque que c'est plutôt des acteurs politiques, des camps politiques qui sont sur le terrain, et pour mieux dire, ceux plutôt de la majorité qui sont sur le terrain, qui subventionnent à des coûts de millions des cartes qu'on donne aux citoyens. Est-ce que, selon vous, cela participe à une transparence des élections à venir? Parfait. Je pense que le problème qu'il faut poser, c'est de se dire ces CNIB, dans quelles conditions elles sont effectivement confectionnées par l'ONU? C'est d'abord la première question qu'il faut poser. Conditions, c'est-à-dire? Mais est-ce que c'est une opération qui est faite selon les règles de l'ONU? C'est la première question qu'il faut se poser. Quand l'ONU se déplace pour faire ces cartes, est-ce que les règles qu'elle a en son sein sont respectées? Bon, ça, c'est la première question. Je pense que c'est une question à laquelle on va répondre pour pouvoir avancer. La deuxième question, l'ONU ne va pas faire des pièces qui ne correspondent pas aux normes. Donc ça, au moins, c'est une question qu'on peut évacuer. D'accord, très bien. Maintenant, donc, si on a évacué cette question, maintenant, c'est de se demander, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est acceptable que des acteurs politiques, effectivement, puissent monter des opérations pour promouvoir effectivement l'acquisition des CNIB? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'en réalité, là où on est en train de partir, ça veut dire que c'est à chacun. Bon, et puis, ce sont des vieilles méthodes. En fait, le problème, souvent, quand vous regardez la sphère politique au Burkina Faso, vous avez l'impression qu'on recycle des vieilles méthodes. Ce sont des méthodes ce sont des méthodes qu'on a vues il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ali peut peut-être parler Ali peut peut-être parler de ça. Il sait de quoi je parle. Non, il sait de quoi je parle. C'est-à-dire, ce sont des vieilles méthodes qu'on a réchauffées. À l'occasion de chaque élection, on voit des politiciens, des hommes politiques qui subventionnent les CNIB. Mais pourquoi ne pas faire une grande opération d'envergure au niveau de l'État? Pourquoi l'État ne prendrait pas sur lui la responsabilité de dire nous allons travailler à ce que la CNIB qui coûte 2500, on la ramène à 2000 francs ou à 1000 francs? Pourquoi on ne ferait pas une grande opération de ce genre? Au lieu de permettre... Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais tant que c'est les acteurs politiques, on peut toujours se poser des questions. Alors, et évidemment, tout le monde sait que quand un homme politique vous permet d'avoir une CNIB, ben, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est pour vous dire après, bon, tenez compte de ça. D'accord. Quand vous allez, la question justement, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de discriminatoire dans cette démarche populaire de susciter et puis bon, c'est subventionné d'ailleurs. Quand l'homme politique, il va dans un village, dans son patelin, il dit bon voilà, venez vous. Évidemment, il doit avoir un peu de discrimination parce qu'on ne dira pas aux militants de l'autre parti de venir pouvoir bénéficier de cette subvention qu'on fait sur place. Est-ce que c'est pas là, Évariste Konsebo? Non, c'est ce que vous dites, c'est ça, parce que nous avons eu des remontées sur le terrain qui disaient, par exemple, dans certaines localités, vous avez des personnalités de notoriété connues appartenant à un parti. Quand ils viennent, mais ils excluent donc les autres, ceux qui ne sont pas de leur parti. Ceux qui ne sont pas de leur parti, par exemple, dans les zones où il y a eu... même à Koudougou, dans les zones... À Koudougou, on a eu des cas où l'ONU remet des CNIB en lot à des groupes d'individus, ce qui est très grave. Donc, effectivement, du coup, c'est quoi? Ça exclut d'office les autres qui ne sont pas de son parti. Et c'est très grave parce que la carte d'identité, quand même, c'est un symbole fort de l'unité nationale des Burkinabés. Et sa délivrance ne devrait pas être partisane, ça devrait être quand même... Donc ça pose un problème. Mais bon, à cela, ce que je sais quand même que le chef de file de l'opposition a très mal réagi. Je pense qu'il a demandé aux autorités compétentes, certainement,
d'arrêter ces opérations de sponsoring-là. Parce que c'est vraiment pas du tout, ça ne fait pas honneur dans une république. Voilà. Parce que c'est grave, ça dénote encore, ça laisse entrevoir des perspectives vraiment de fraude électorale, il faut le dire. Et bien sûr, en même temps, c'est vrai, moi je me suis toujours jamais compris cet engouement en période électorale, c'est bien en période électorale que du coup tout le monde se rend compte que les Burkinabés doivent être détenteurs d'une CNIB. Moi je ne comprends pas. Et la CNIB devient maintenant une carte électorale. L'état civil au Burkina Faso. Alors, Bokuma, oui, sur la question. Oui, Sylvain l'a relevé au départ. J'ai écouté le DG de l'ONU et le président de la CENI, Newton Barry, sur la question. Sur la fiabilité de la carte nationale d'identité qui est faite, même dans ces opérations-là, il n'y a pas de doute dessus. Donc, tout le monde est d'accord, on en convient, il n'y a pas de doute. Non, mais je veux dire, il faut quand même insister dessus pour dire que ce n'est pas une carte qui est fausse, qui est trafiquée et qu'elle est correcte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, que des gens voient l'intérêt de faire des cartes d'identité à des gens parce que nous sommes en période électorale et qu'ils attendent de ces gens-là en contrepartie. Un retour. On est dans le jeu politique. Mais ça correspond à l'état de la démocratie de notre pays. C'est pas nouveau. On rappelle en 2010, jusqu'à la veille. Même si c'est ancien, c'est de la corruption électorale, non? Est-ce que c'est pas de la corruption électorale? Laisse-moi finir. Jusqu'à la veille, en 2010, jusqu'à la veille des élections, il y avait des gens qui distribuaient des cartes d'identité dans les provinces. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est regrettable. Mais ce que j'ai dit, ça correspond au niveau de démocratie que nous avons dans notre pays. Et il ne faut pas planer. Hein. Il faut avoir les pieds sur terre. Et prendre en compte ce qui se passe et dire que même après la période électorale, avoir une pièce d'identité, surtout dans le contexte actuel, là, c'est fondamental. Parce que ça permet quand même de savoir qui est qui vient d'où, et de savoir ce qu'il fait en cas de besoin. D'accord. Et bon, que ce document devienne l'objet de manipulation politique de ce type-là, mais ce n'est pas propre à un camp. Il y a des zones aussi où des gens de l'opposition aussi font faire des cartes. L'opposition n'a pas beaucoup de moyens pour faire ce genre de choses. Il faut aussi avoir la même dimension. Est-ce que les gens ont des moyens pour le faire? Ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas la même ampleur. Mais si on parle de principe, on est d'accord, il faut arrêter. Mais si on parle d'ampleur ou de moyens, de plus de moyens, ça c'est autre chose. D'accord. Evadi va prendre la parole, mais je veux juste dire que la corruption, c'est dû au fait que la pièce qui est faite, elle est faite dans le sens que on oblige l'autre parce qu'on lui donne la pièce comme un cadeau. Comme un cadeau. Je vais juste une chose. Et quand ça devient comme un cadeau, évidemment c'est une corruption. Je vais dire une chose aux citoyens. Hein? Même pendant les campagnes électorales, vous savez qu'en 2015, on a supprimé les gadgets, les cadeaux et tout. Mais quand tu rentres avec ta pièce d'électeur, ta carte d'identité pour voter là, tu es seul dans l'urne. C'est lui seul qui décide de qui va voter. Ça c'est encore... Oui, mais c'est ça la réalité. D'accord. On peut te donner un paquet de vivres ou je ne sais pas quoi, mais dans l'urne, c'est toi qui décides. D'accord, beaucoup. Merci, mais... Juste pour répondre à vos c'est le processus qui fait que cet électeur obtient sa carte d'identité par l'intermédiaire d'un parti. C'est un système d'allégeance qui fait qu'il se sent obligé d'une reconnaissance. Ça, tu le sais quand même. Maintenant, en fait, c'est vrai, parlant de la CNIB, nous avons eu l'information sur la possibilité de subventionner à une grande... Oui, effectivement, on allait en parler, la possibilité de la solution à ça. Je crois que la CNIB est importante, même au-delà en dehors des élections qui se profilent à l'horizon. On a besoin de la CNIB dans les actes quotidiens de la vie, retirer quelque chose. C'est l'état civil. L'état civil, voilà. Donc, qu'un parti politique veut donner des cartes d'identité à des citoyens, mais ce parti-là remet l'argent à la CNIB, à l'ONU, et dit aux gens, allez-y, vous faire enrôler, parce que nous avons déjà payé, vous n'avez pas de problème de payer. Dans ce cas, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus sain. C'est démocratique. C'est démocratique et il n'y a pas de problème. Mais quand un homme politique va payer et puis il se vante de dire, moi dans ma région, j'ai financé 200 cartes d'électeurs, c'est cela. Écoute, et comme mon jeune frère me titillait tout de suite là, mais c'est des vieilles méthodes et le MPP, pour lui faire plaisir, prépare la fraude et tout le monde sait qu'ils veulent frauder. Ils ont placé M. Béré à l'ONU.
On sait très bien pourquoi il est à l'ONU, du Matede à l'ONU, on sait pourquoi il est là-bas. Ses compétences. Voilà, Newton c'est un insurgé, on sait pourquoi il est président de la CENI. Mais concernant ces personnes, on sait que c'est la fraude qu'ils organisent. C'est la fraude qu'ils organisent. C'est la fraude qu'ils organisent. Non, c'est pour répondre à mon petit frère qui me titille. Donc je le titille aussi. Oui, mais il m'a dit que j'étais au courant de la question. Donc je lui donne les informations sur ce que je sais. Sur la question, pour les velléités du MPP et autres. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler avec lui. Il voulait rigoler avec moi. Moi aussi, je rigole avec lui. Je voulais juste préciser, Ali, que ce soit Béré, donc M. Béré qui est DG donc, de l'ONU. Oui, ça, je sais, il est passé pour ses compétences. Non, donc, ce n'est pas le MPP l'a pas envoyé là-bas. C'est parce que lui voulait me titiller que moi, je le titille. On va avancer. L'UPC a fait donc une proposition. Disons que l'UPC, le chef de file de l'opposition, plutôt, a fait la révélation selon laquelle il a été approché les bailleurs de fonds pour subventionner la CAT et que les bailleurs il avait obtenu des bailleurs de financer cette CAT-là à hauteur de peut-être, pour qu'elle ne coûte que 500 francs aux citoyens, ne revienne qu'à 500 francs aux citoyens et que la lettre a été envoyée au chef de l'État pour que le processus soit enclenché dans la sorte. Ça n'a pas été fait. Oui, et ce qui est réel et constant, c'est qu'effectivement, il y a eu des échanges entre le chef de file de l'opposition et puis des partenaires techniques qui étaient d'accord, compte tenu, notamment, je pense à la question sécuritaire qui est très importante. Tout à fait. Et de l'importance aussi de pouvoir identifier les Burkinabés. Donc, ils ont donné leur accord. Ils étaient disposés à étudier la faisabilité. Mais seulement, ce sont des questions qui n'incombent pas à l'opposition politique. Oui, bien sûr, le voilà, gouvernement. donc, et par politesse, ils ont demandé que si le gouvernement, à travers donc le chef de l'État, manifestait donc le besoin, et eux, ils allaient donc certainement... Et la carte devait revenir à 500 francs aux citoyens sur toute l'étendue du territoire et pour tous les Burkinabés. Mais depuis, je pense que la lettre a été envoyée le 23 octobre 2019. Nous sommes quasiment en mars 2020. Il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Sylvain, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Mais je ne sais pas, il faut peut-être demander au chef de file de l'opposition ou bien au... Mais lui-même d'ailleurs, il pose la question. Ou bien au président du Faso. Vous voyez, on est en train de parler d'une affaire dont on n'est pas, dont personne ne maîtrise les contours. Non, le chef de file a publié la lettre envoyée au président du Faso dans laquelle... Il a dit, c'est lui qui a dit, le chef de file de l'opposition a dit, il a envoyé une lettre au président du Faso. Le président du Faso n'a pas réagi. Donc, vous voyez... C'est le chef de file de l'opposition qui parle. On n'a pas écouté l'autre partie. Oui, mais l'autre partie voilà, justement. Je voulais qu'on ne suit pas la question. Ici, le président, il y a une position, il y a une situation qui est là, c'est le recensement électoral. On vient tout de suite de parler des sponsoring qui sont faits par des individus qui sont des membres des partis politiques, des chapelles. Alors qu'à côté, on a une proposition concrète qui est plus démocratique, plus transparente. Et ça ne marche pas. On se pose la question pourquoi. C'est ça, c'est la question. Je ne saurais répondre à cette question si le président du Faso ne dit pas oui, j'ai reçu la lettre, voilà la démarche que j'ai entreprise, ça a marché ou ça n'a pas marché. Personne ne peut dire ça. Mais par contre, j'ai dit ici que ce serait bien que l'État entreprenne une action commune afin qu'on ait la carte d'électeur. Parce qu'en fait, s'il y a ces opérations, ça veut dire que la carte d'électeur, la CNIB n'est pas accessible au Burkinabé. D'accord, merci. Donc, si elle n'est pas accessible, pourquoi ne pas travailler à ce qu'elle soit plus accessible? Donc, effectivement, dans cette question, le chef de file a dit, j'ai envoyé une lettre au président du Faso, il n'y a pas de suite. Mais on va attendre la réponse du chef de l'État. Vos commentaires rapidement sur ça. Oui, bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu l'information comme tout le monde. J'étais surpris et j'ai cherché à savoir s'il y avait une suite à ce courrier-là. Je n'ai pas eu d'explication, mais je suppose qu'il y a bien une explication. Je veux dire, on ne peut pas refuser une offre qui apparemment... Oui, peut-être que parce que ça vient de l'opposition ou c'est l'opposition qui a pris l'initiative. Bon, donc on ne voudrait pas donner des points à l'opposition. Procès d'intention à personne. Ils ne veulent pas que tout le monde ait les cartes d'identité. Non, moi je ne fais de procès d'intention à personne. Voilà, c'est tout. Moi j'attends simplement que, comme disait Sylvain, que le président du Faso dise qu'effectivement il a bien reçu le courrier et que voici la suite. Les élections, c'est en novembre. Voici la suite de la demande, voici les démarches qui ont été entreprises. À ce moment-là, on saura. S'il ne l'a pas fait, qu'on sache aussi pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que, bon, apparemment, c'est une offre qui est quand même intéressante pour les Burkinabés pour avoir une carte d'identité. Très rapidement, une seconde, Ali, et puis on va passer au débat. En fait, la question est très importante. Surtout moi,
au-delà même des questions électorales, moi je dis qu'il y a des enjeux sécuritaires. Tout à fait. Voilà, et capital et vital pour le pays. Et donc le chef d'État doit quand même se prononcer là-dessus. Ali? Ouais, je pense que celui qui a adressé la lettre au président du Faso, c'est le président, Le chef de file de le chef de l'opposition. file de l'opposition. C'est fort. C'est quand même une institution reconnue dans notre arsenal politique. Donc quand ce monsieur écrit au chef de l'État par rapport à une question cruciale comme la carte d'identité, sur laquelle nous sommes en train de discuter ce matin, je pense que le président, même si son calendrier est très chargé, mais il a quand même un cabinet. Il a un ministre, quand même. Il a un ministre, il de a la un cabinet. Sécurité ou le ministre de la On Mission pouvait quand même territoriale. répondre à cette question cruciale. Voilà que nous sommes aujourd'hui en train de discuter autour des intentions de lui. On spécule. Tout à fait. On spécule. Mais peut-être que si le président avait répondu clairement à cette question, on ne serait pas là. Si le président avait dit je suis d'accord pour qu'on fasse la carte d'identité à 5 000 francs, à 500 francs, on ne serait pas là en train de discuter. Si le président avait dit non, je laisse à chaque parti politique le soin d'enrôler ces gens et de payer, on ne serait pas là en train de spéculer. Encore que Donc, les je pense partis que le- politiques sont oui, pauvres. Hein, voilà. on ne verra Alors pas que comment je ça termine pourrait pour dire, aller je dans ce termine pour sens-là. dire que le chef de l'État a obligation à répondre aux lettres, même les simples citoyens qui écrivent au président du Faso, il doit répondre. D'accord, aux lettres merci du à président. vous. Merci. On termine avec la controverse autour de l'action du médiateur du Faso, Mme Sarah Sérémé. On a vu une lettre de Étienne Traoré, donc qui est de la majorité présidentielle, qui écrit pour dire que demande au chef de l'État de recadrer Madame le médiateur qui agirait en dehors des textes qui lui donnent certaines compétences, qu'elle ferait des choses en dehors des compétences. On peut peut-être citer un exemple, c'est peut-être les interventions, on a vu ici à Saponé, la crise de Saponé, qui est une crise politique, sociale. Madame Sarah Sérémé a fait donc une médiation. Karangassou Vigué également, il y a une médiation qu'elle a fait au niveau de la commune. Mais il y a aussi le cas de la société bancaire UBA également, qui est privée, qui est une question privée. Elle est aussi intervenue. Alors, est-ce que c'est tout ça qui fait qu'on dit qu'elle sort du cadre de ses prérogatives? Mais, enfin, je pense que si ce sont ces exemples-là... J'en ai cité quelques exemples, mais elle est carrément dans son rôle. Elle est carrément dans son rôle. C'est dans Lequel ses rôle? missions. Mais la mission de médiation. Moi, c'est encadré par Oui, bien encadré par un moi, texte. j'ai vu les gens de Saponé quand ils sont venus au siège du médiateur. Je les ai croisés là-bas parce que j'étais là-bas aussi. Et j'ai discuté avec eux. Bon, il y a notre confrère Eugène Ilboudo aussi qui est de Saponé, avec qui j'ai discuté. Mais si elle est intervenue pour qu'on trouve une solution Entre deux camps. entre deux camps à Saponé, mais c'est dans ses missions. Alors, je finis. on ne va pas continuer comme ça. Peut-être qu'on va parler sur la base des textes. Au médiateur du Faso, la prérogative du médiateur, le rôle du médiateur du Faso, c'est de réconcilier le citoyen, l'administré et l'administration. C'est la relation entre l'administré et l'administration uniquement. Les conflits entre l'administré et l'administration, pas les conflits entre des citoyens. Oui. Donc ça, c'est clair sur les textes comme ça. Oui, mais là, à Saponé, c'est vrai qu'il y a eu une dimension politique. Mais l'administration, c'était quoi dans cette il question? y avait un camp qui était à la mairie, à la tête de la mairie, et puis un autre camp qui contestait. La conséquence était que les administrés, effectivement, en souffraient. Moi, à l'époque, je n'ai pas vu une voix se lever dire qu'elle n'est pas dans son rôle. Moi, je ne sais pas, bon, je connais bien le professeur Étienne Traoré qui m'a enseigné à l'université. Mais j'attends qu'on me dise qu'est-ce qu'on lui reproche exactement. Je termine. Est-ce qu'elle a fait un meeting où elle a fait des déclarations pour dire que la majorité est ceci, fait du bien ou pas, ne fait pas de mal? Est-ce qu'elle a fait des interviews pour dire qu'il y a ceci ou cela? Est-ce qu'elle a fait des meetings? Moi, je ne sais pas. Il faut qu'on me donne des exemples comme ça pour que je puisse apprécier. Parfait. Mais là, Parfait, si les gars. il faut la recadrer. Moi, je ne sais pas la recadrer par rapport à quoi? Le médiateur du Faso est encadré par une loi organique qui précise les prérogatives et voilà, les qualités, etc. Le médiateur du Faso, c'est une institution qui s'implique dans la résolution des conflits entre l'administration et les administrés. Et là, on a par exemple des cas où le médiateur s'est impliqué, mais qui ne sont pas encore, qui sont pas entre administrés et administrateurs. Première catégorie, mais d'autres cas, le médiateur du Faso ne s'implique pas dans les questions privées, par exemple, les questions du secteur privé. Et là, on a vu par exemple le conflit entre l'UBA et certains de ses clients où elle a été appelée à intervenir également. Non, je crois, si j'ai bonne mémoire, en lisant ce que le professeur Traoré dit,
il met plutôt en cause son activisme politique. C'est ce que j'ai compris, hein. Parce qu'effectivement, parce que on met plutôt en avant le fait que, quoique médiateur du Faso, elle soit encore active dans un parti politique, elle soit encore active et tout. Et ça, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'elle a fait des apparitions publiques, est-ce qu'elle a posé des actes publics en ce qui concerne effectivement l'activisme politique. Si c'est cela, bon, on peut effectivement taxer. Mais en disant, selon Oui. toi parfait, est-ce que c'est vrai que politiquement on peut l'accuser d'avoir agi non, depuis qu'elle est là sur la place publique, en tout cas depuis qu'elle est médiateur, je pense qu'elle s'est même retirée de la présidence de son parti. Elle n'a pas posé d'acte en tout cas politique, sur le plan public. Mais au dernier congrès du PDC, c'est elle qui était en grande sur l'affiche du congrès. Maintenant, je suis d'accord qu'on peut se poser des questions par rapport au statut du médiateur du Faso. Est-ce que le médiateur du Faso peut s'impliquer dans des questions privées? Est-ce qu'il peut s'impliquer sur d'autres questions? On peut se poser des questions. Sauf que dans les crises qui ont été citées, par exemple la crise à Saponé, la crise à Karangoso, Vigué, je crois qu'après, il y a ces communautés-là ont remercié Madame le médiateur de Faso pour l'action qu'elle a eu à mener. Maintenant, effectivement, toutes ces questions-là doivent nous amener à nous poser des questions sur le statut du médiateur de Faso. Évariste Konsebo, la question est là, c'est-à-dire qu'il y a des actions de la médiateur du Faso qui décadrent avec les textes, ça c'est des actions connues. Il y a l'accusation qu'on lui fait aussi de continuer de faire de la politique. Mais est-ce que quelque part, comme Parfait le disait, est-ce que notre médiateur, l'institution médiateur du Faso n'est pas en déphasage par rapport à l'évolution de la société, par rapport à nos réalités? Est-ce qu'il n'y a pas à changer un peu les prérogatives pour que le médiateur puisse s'investir davantage dans les questions de conflit, qui ne soient pas uniquement entre administré et administration, mais aussi peut-être dans la société de façon générale? Un peu comme dans le système anglo-saxon. Oui, ça appelle les ombudsman et autres. Non, certainement. Parce que quand on voit déjà le premier médiateur, Général Garango, qui était en dehors du système et qui était indépendant et tout, qui n'était pas chef de parti, là je pense qu'il y a un problème parce que voilà, juge Kafando aussi qui a suivi, c'était des personnes en retrait. Voilà, donc bon, ce cas c'est un cas parce que c'est une insurgée, en plus chef de parti. Mais moi en fait ce qui m'a beaucoup plus intrigué, c'est que ça soit la personne du professeur Étienne Traoré, parce que je pense s'il me souvient, qu'il est membre de la majorité présidentielle. Bien sûr. Je pense. Bon, qui demande donc au président du Faso de recadrer donc le médiateur pour activisme politique. Et grave, il dit qualifié de tricherie. Et je vais à ce qu'il a cité, qualifié de tricherie et porteur de malheur. Bon, je trouve ça quand même assez très fort. Et peut-être qu'il y a des non-dits, il y a des sous-entendus. Moi, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il a des éléments qu'il n'a pas versés. Donc, c'est très difficile. Mais et peut-être aussi une guerre politique sur le terrain. Voilà, certainement aussi. Dans la même localité, peut-être. Je veux dire une chose. Oui. Voilà. Moi, j'ai lu les rapports du médiateur du Faso. Mais quand vous regardez les conflits qui sont réglés, qui sont résolus par le médiateur du Faso, c'est impressionnant. Si tous ces conflits-là devaient aller devant la justice, qui est déjà engorgée, mais on n'allait pas s'en sortir. Oui, d'accord. Donc, on est d'accord sur ça. C'est-à-dire, la question ici, c'est de dire, est-ce que ça respecte la prérogative? C'est ça. Les institutions, il faut respecter. Il faut un profil. Voilà. Il faut aussi que les institutions aussi œuvrent en fonction de leurs prérogatives. Maintenant, il faut peut-être changer les choses pour que ça... C'est les profils, je pense. Voilà. Je crois que Vokouma a parlé de ce que le médiateur du Faso a résolu comme problème. Effectivement, c'est pour cela que l'institution médiateur du Faso a été résolue, parce que même les juges disent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Maintenant, on connaît le profil de Sarah Sérémé. C'est ça, en fait. C'est ça le véritable problème. Il y a eu Marc Garango, il y a eu le juge Kafando, il y a eu Mme Amina Mousso. Il y a pas eu, c'est pas des gens, même s'ils ont fait la politique, qui sont en dehors. Or, on sait que Sarah Sérémé est toujours dans l'activité politique. Il y a eu il y a eu le PDC, il y avait sa photo sur les affiches comme patronne du PDC et tout cela. Bon, donc, moi, je pense qu'il y a eu une petite erreur de casting en nommant Mme Sarah Sérémé à la médiature du Faso. On aurait pu lui trouver un poste ailleurs pour vraiment avoir participé à la casse du pays.
on pouvait lui donner un poste ailleurs, mais comme médiateur du FASO. Alors, mais moi, je veux quand c'est même, de temps difficile. qu'on prenne notre premier téléspectateur qui va appeler, c'est de dire, est-ce qu'on repose la question sur le rôle du médiateur du FASO? Est-ce que de plus en plus, au regard du contexte qu'on vit, où il y a besoin de pacifier beaucoup de conflits, etc., est-ce qu'on ne va pas tendre, est-ce que le rôle ne va pas changer les prérogatives du médiateur? Non, Par exemple. tout à fait, parce qu'il faut aussi tenir compte des réalités. Et en fait, on disait qu'il y avait, si vous regardez un peu le système de la justice classique, est très compliqué et très lourd. Et les gens n'adhèrent pas. Et pourtant, les conflits sont là. Donc, il faut bien trouver des solutions palliatives pour pouvoir aller vite et régler les conflits. Donc, c'est vraiment une institution d'actualité. C'est une institution d'actualité. Alors, est-ce qu'on va dire que Mme Sarah Sérimé est pionnière peut-être dans la transgression des règles positivement? Est-ce que c'est un peu Parce ça? que, Comme pour dire, est-ce que Étienne Traoré aussi ne fait pas un faux tout le débat qu'on mène ici, Mme c'est lié Sarah? au profil de Sarah Sérémé. Sinon, ce débat n'aurait pas eu lieu. Si on avait nommé quelqu'un d'autre beaucoup plus en retrait et tout, bon, ce débat n'aurait pas. Donc, il faut Mais c'est faire un attention. débat des personnes. Oui, alors. mais non, un débat de profil. Voilà, c'est Par pas rapport à la un débat des fonction. personnes. Par rapport à la fonction. Non, c'est pas de personne. Je ne pense pas que le procès Étienne Traoré ait un problème particulier à Sarah Sérémé. C'est le profil de Sarah C'est le Sérémé profil par rapport à la fonction, qui l'amène à rentrer dans l'activité publique, dans l'espace public, alors que sa fonction... L'espace partisan, il faut Voilà, plutôt l'espace dire. public est partisan, alors que sa fonction lui demande de rester en retrait. De telle sorte que celui qui vient la voir, même s'il a tort, qu'il ne dise pas, c'est parce que je ne suis pas de la majorité que... Voilà. C'est pour ça qu'on prend des gens qui... Bon, on ne peut pas avoir... Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un de totalement neutre, D'accord. mais au moins des gens qu'on pourrait... C'est tout. On peut le reconnaître d'avoir été quand même pionnier dans la transgression des règles, non? Écoutez, Pour améliorer les choses, peut-être faire changer l'institution vers une bonne trajectoire. moi, j'aurais compris, lorsqu'elle a fait la médiation à Saponé, à UBA et puis à Karagas, j'aurais compris que des gens se lèvent pour dire c'est pas dans ton rôle. À ce moment-là, aujourd'hui, oui, non, ça peut Non, se mais justifier. pourquoi? Parce que c'était... Mais justement, c'est pour ça, non, c'est pour C'est ça à que ce je ne niveau comprends qu'elle pas. a transgressé positivement. Voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas. Maintenant, Étienne Traoré dit qu'elle fait la politique. C'est pour ça que je ne... Non, moi j'ai demandé qu'on me dise exactement, est-ce qu'elle a fait des apparitions publiques dans les meetings pour dire ceci ou cela? D'accord. Si Bon, c'est pas cela, on moi parle je des suis un affaires. peu gêné. On va prendre, gêné. d'accord, on va prendre parler notre premier de- téléspectateur. comme ça, Il y a dans le quelqu'un qui va poser la question, donc on va revenir dessus. Monsieur Zeba, appel de Ouagadougou, affaire UTS. Bonjour, Oui. monsieur Zeba. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci, allez-y. D'accord. Alors, je voulais ici déplorer la manière de procéder notre État. Vous savez, nous avons trouvé un gouvernement, des dirigeants qui créent des fronts partout. L'opposition, c'est la malcause, même la société civile, on vilipende, les syndicats, on les traite des apatrides. Je pense qu'il est temps maintenant que le gouvernement en question essaie de travailler à préserver la paix et la cohésion sociale, même s'ils ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple burkinabé. Vous savez, on tient des discours des discours populistes pour distraire le peuple burkinabé. On parle de l'équité sociale. L'équité sociale voudrait qu'on ne pille pas les meilleures ressources du pays. L'équité sociale voudrait qu'on ne pille pas, on ne détourne pas, on ne fait pas des délits d'apparence. Je vais vous prendre un exemple. J'ai toujours pris l'exemple sur le pain. Voilà des sociétés privées qui viennent, qui n'informent pas le peuple burkinabé et qui gonflent le prix du pain à 150 francs. Et sous prétexte qu'ils ont augmenté le gramme à 200 grammes. Vous constatez le pain avec nous aujourd'hui, que le pain n'est pas augmenté à 200 grammes. Mais multipliez-moi les 20 francs. Multipliez les 20 francs par 15 millions de pains. 15 millions de pains par jour ou par mois. Vous trouverez qu'il c'est des sommes colossales que ces sociétés privées sont en train de voler sur le dos du peuple burkinabé. Et sur la complicité de l'État en question, parce qu'ils sont le garant des intérêts. Ils doivent vous savez, les intérêts moraux et matériels du peuple burkinabé. Mais ils ne parlent pas de l'équité là-bas, ils ne parlent pas de justice là-bas. On parle pour préserver l'UTS sur le salaire des pauvres fonctionnaires qui souffrent déjà. Moi, je me demande souvent si l'État en question veut la cohésion dans notre pays. Je pense qu'ils doivent revoir leur gouvernance et le détournement à ciel ouvert, que ça s'arrête. Aider les fonctionnaires à avancer, à les aider. Et aider le peuple burkinabé à les aider. Car leur discours de populisme, en vouloir monter le peuple contre les syndicats,
ne va pas passer. Ça, je suis sûr et certain. Et je dis courage aux fonctionnaires, et courage et qu'ils continuent la lutte. Seule la lutte paye. Je vous remercie. Merci, M. Zeba. Merci pour votre intervention. Quelqu'un... Non, ce qui est sûr, dans le problème de l'UTS, ce qui est visible, c'est que les fonctionnaires ne vont pas accepter, les travailleurs ne vont pas accepter cette décision qui va avoir pour effet de diminuer leur pouvoir d'achat. Ça, c'est un. Et de deux, il lie forcément cette pratique-là à la mauvaise gouvernance. Voilà, ils disent que vous voulez diminuer nos salaires parce que vous dirigez mal le pays. Voilà, donc vous dirigez mieux le pays et vous n'aurez pas besoin de diminuer nos salaires. C'est ça, c'est campé, le décor. D'accord. Alors, donc, on est bien parti pour une confrontation, alors. Ah ouais. D'accord. Alors, on continue notre débat. Le Togo, peut-être un mot là-dessus, le temps qu'on prenne notre prochain. Oui. Comment quatrième mandat consécutif de Faure, après avoir charcuté la Constitution. Voilà. Oui. Oui, bon, et puis je ne suis pas... Demain, si on dit que c'est lui qui a gagné dès le premier tour, ça ne me surprendra pas du tout. Parce que tout a été mis en œuvre pour ça. Vous savez, lorsque Kadri Désiré Ouedraogo était à la CEDEAO, au niveau de la commission de la CEDEAO, il avait proposé, lors d'un sommet, là, que la CEDEAO adopte le principe de la limitation des mandats. À l'époque, c'était après ce que nous avons connu ici, et tout ça. Et à l'époque, il y a deux présidents qui s'étaient opposés. Et vous savez qu'à la CEDEAO, c'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire, si une décision n'est pas prise par tout le monde, s'il y a un seul qui est contre, ça passe pas. À l'époque, il y avait deux qui étaient contre. C'était Faure, Yadema et Yaya Jammeh. C'est eux qui étaient contre. Donc, la décision n'a pas été... La résolution n'a pas été prise. Et on voit bien quel était leur projet. Même si d'autres qui l'ont voté aussi malheureusement, d'autres ont emboîté le même pas pour charcuter la Constitution et vouloir se présenter comme en Guinée ou comme si on voit aussi en Côte d'Ivoire. Et bon, c'est malheureux. On va encore assister à des contestations, à des manifestations, à des violences qui vont peut-être déboucher encore sur des morts, un cycle de violence ininterrompu. Et bon, Faure qui a succédé à son père en 2005, et qui aurait dû partir depuis 5 ans, qui est toujours là. Bon, comment voulez-vous que notre sous-région sorte du sous-développement quand on consacre beaucoup de moyens pour régler des conflits qu'on aurait pu... Ali, selon les premières tendances, Faure arrive avec Agbeyome Kodjo en tête. Les deux arrivent en tête, mais il y a quand même quelques tensions au niveau de Lomé. Je crois que Vokouma a bien campé le décor, la question de la limitation des mandats. Et il fait bien de dire que c'est Kadri Désiré Ouedraogo ou d'un sommet qui avait proposé cela pour limiter les mandats. Bon, parce que effectivement, quand les mandats ne sont pas limités, les longs règnes débouchent toujours sur des situations pareilles. Mais ce que moi je souhaite, surtout pour les Africains, c'est qu'on organise très bien les choses pour que la vérité des urnes soit ce qui est proclamé. En plus de la limitation des mandats, il faut que les partis politiques organisent très bien leurs militants. Il faut que l'administration des élections soit bien faite, de telle sorte que même si tu tentes de ceci ou de cela, que tu n'arrives pas. Et ceci étant, je ne suis pas en train d'applaudir ce qui s'est fait des mandats. Comment on appelle ça, les pouvoirs à vie. Voilà, je sais pas ce que alors, on va prendre notre deuxième... Je suis en train de vouloir qu'on sacralise le vote et l'urne. Et cela va peut-être sauver beaucoup de situations. On va prendre notre second téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, appel de Ouagadougou sur l'UTS. L'appel de Ouagadougou sur la même affaire. D'accord. Tout simplement, j'ai écouté les gens sur le plateau qui ont parlé de l'impôt qui est un droit pour l'État pour pouvoir faire fonctionner la société. Moi, je vais les rappeler que pendant les campagnes, ils ont dit à ceux qui les ont votés qu'ils ont de l'expérience et qu'ils ont de l'argent. Il est temps de faire sortir de l'argent qu'ils ont dans leur cantine pour investir dans le pays. Ça, c'est un point. Maintenant, c'est pour revenir à ce qui s'est passé après les élections. Quand j'ai compris que le pouvoir ne va pas réussir, qu'il allait nous conduire dans le chaos, c'est quand ils ont commencé par vouloir
acheter des voitures. J'ai compris que ça là, on est mal barré. Ils ont commencé à vilipender la transition. J'ai compris sur là, ils ne vont pas pousser. Maintenant, quand ils disent que l'UTS c'est pour qu'on soit. Vous savez, pendant leur histoire avec les gars de l'impôt, moi je les ai supportés et j'ai payé pour 2 entreprises. Je les ai supportés ouvertement. Quand ils se sont arrangés avec les gars des impôts, qu'est-ce que les gars des impôts sont venus faire au privé? Ils nous ont payé, c'est-à-dire tous ceux qui connaissaient, qui parlaient sur les trucs là, pour soutenir, ils ont monté les impôts à tel point qu'on était obligé de fermer. Ça, on n'a rien dit. On rentre dans le privé parce que tout simplement au public, dans l'entrepreneuriat personnel, on a eu des problèmes. On a fermé 2 boutiques, on est resté. Un ami du COP qui te met dans ton entreprise et tu te rends compte qu'on prélève 2500 dans ton salaire pour l'UTS. Pendant que des gens, ils ne sont pas dans ce pays, ils ne vivent pas le même monde que nous. Quand vous les entendez parler là, on n'a pas l'impression qu'ils savent réellement ce que vit le Burkinabé. Par exemple, j'ai écouté le ministre ce matin dans une radio qui disait que non, que ça va aller progressivement. Déjà, quelque chose que tu n'as pas encore acquis. Tu parles de progressivité. Qu'est-ce que les gars cherchent, en fait? Pour moi, j'ai fini par comprendre que c'est de la provocation. Donc, je vais demander à ceux qui organisent ces meetings, ces marches-là, si on commence, si on n'arrive pas au bout, il ne faut pas qu'on va venir dire qu'ils ont à retirer la loi, il faut arrêter. C'est ce que je ne veux pas entendre. Monsieur Ilboudo, quand on provoque... Monsieur Ilboudo, on parle du sujet, donner des arguments. Quant à la mobilisation, il appartient aux mobilisateurs. C'est pas bon, parce que quand vous faites ça dans un pays, vous savez, vous faites comprendre à la population qu'il y a 2 types de population, ou il y a même plusieurs types. Les militaires ne vont pas payer parce qu'ils vont au front. C'est peut-être ça. Parce qu'eux, ils sont au front, ils ne vont pas payer. Et ceux maintenant donc les policiers, ils ne sont pas au front. Ça veut dire quoi ces gens de mettre les gens là en truc? Merci, monsieur Ilboudo. Merci pour votre intervention. Oui. Monsieur Ilboudo a dit quelque chose d'assez important qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer ici. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui notre économie, le privé a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Le privé souffre énormément. Et là-bas, on ne peut plus fonctionner. On va revenir sur les fonctionnaires parce que c'est là-bas que l'État a la même mise. Bon, celui qui a fermé son entreprise, ses travailleurs s'en vont. Est-ce qu'on peut prendre 25% chez lui? Donc, on revient sur le public, sur les fonctionnaires pour prendre l'argent. Ça peut être l'une des explications. Ceci étant, il faut que, effectivement, comme on l'a tous dit ici, il faut qu'on revoie la gouvernance. C'est la seule manière pour que le pays puisse s'en sortir. Non, j'espère qu'on n'ira pas dans les marches et les meetings. Je pense que dès lundi, le Premier ministre va se mettre au travail. C'est-à-dire retirer. Et on trouvera des solutions. Bon, Inch'Allah. Mais maintenant, par rapport au Togo, c'est vrai que la problématique, c'est l'alternance et les limitations de mandat. C'est ça quand on parle de... Mais moi, en fait, qui ai quand même connu le Togo dans les années 99-2000, où je travaillais quand même dans une multinationale, j'ai vu quand même l'économie était dégradée, le pays était par terre. Et avec le recul, je ne sais pas. C'est vrai que depuis le départ de Yadema Père, il y a eu beaucoup de soubresauts, mais je note quand même que le fils fort quand même a stabilisé. Et moi, j'ai connu une époque où il y avait des retards de salaire au Togo. Bon, je ne sais pas tout ça, c'est des débats qu'il faut... Mais les Achadam et autres qui avaient quand même secoué le Landerneau, la scène, on ne l'a pas vu on n'a pas vu arriver par exemple ici, on n'en entend plus parler tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais rebondir sur ce que Eval s'est dit pour dire que quand on écoute ici un certain nombre de spécialistes, on peut quand même comprendre que Fort a un bilan à défendre. C'est-à-dire quand vous regardez les infrastructures, quand vous regardez l'économie, il y a un certain nombre de... Et ça lui donne le droit de ne pas partir, de ne pas respecter la distinguons les choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il a le droit de faire 5... Non, non. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Parce que si les bilans doivent justifier le passage en force, on y va. Je précise ma pensée. Je précise ma pensée. Ma pensée, Fort a un bilan à défendre. Cela dit, ça ne peut pas lui être comme un boulevard pour faire 5, 6, 7 mandats. C'est ce que je voulais dire. De toute façon, c'est les électeurs qui décident. D'accord, merci à vous. Maintenant, il faut travailler à ce que la jeunesse comprenne effectivement qu'ils sont l'alpha et l'oméga de tout processus démocratique
aujourd'hui. Encore que fort même est jeune aussi. Hein. Bah voilà. Très jeune d'ailleurs. Merci à vous. On est au thème de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités. J'étais donc avec Évariste Faustin-Concebo, il est chroniqueur média, les présidents du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci Évariste d'être passé sur ce plateau. Parfait Silga, il est analyste, journaliste et analyste. Merci Parfait d'être venu. Et puis Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à Sidoaya désormais. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis enfin, Voukouma Joachim, journaliste et directeur de publication de Kasseto.net, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.